Bonjour à tous et bienvenue dans Good Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr pour vous parler de l'actualité cinéma et série. Et alors, de l'actualité cinéma et série, cette semaine, c'est l'avalanche. Donc on va essayer de vous faire tout ça de manière concise, si possible sympathique. En tout cas, puisqu'on parle de sympathique, eh bien, salut Kerr, comment ça va ? Et est-ce que tu peux nous parler de cette passion que tu as pour l'argent avec ton point pognon ? Eh ben salut à toi mon cher Greg, salut à tous. Ouais, on va commencer par le point box-office avec donc Super Mario Galaxy qui continue son bonhomme de chemin. Le film a dépassé donc les 300 millions de dollars aux US et au niveau mondial. Il est déjà à plus de 650 millions au moment où on vous parle, donc c'est pas mal. Mais alors au niveau donc des estimations finales, figure-toi mon cher Greg que là pour l'instant on pense que Super Mario Galaxy va être aux alentours de 1 milliard, peut-être 1 milliard 100, mais c'est pas aussi élevé qu'on aurait pu l'imaginer. Il ne devrait pas battre notamment le premier qui a terminé sa carrière, 1,3 milliard. Donc c'est une petite surprise. Et en parlant de box-office, il y a une vidéo disponible sur la chaîne où on donc revient sur tous les films qui vont débarquer cette année, les mastodontes de 2026, et on a fait même un pronostic des 20 plus gros succès de l'année dans l'ordre. Alors, qui est premier, à quelle place se trouve Super Mario Galaxy ? On vous laisse regarder cette vidéo. Derrière, Project Hail Mary, donc projet Dernière Chance en VF, continue de marcher très fort, puisqu'il a dépassé le demi-million de dollars, mon cher Greg, et qu'il devrait terminer sa carrière autour de 700, alors certains espèrent 800 millions de dollars. C'est le plus gros succès de l'histoire d'Amazon, MGM, donc ça c'est assez impressionnant. Pour le film avec Ryan Gosling, là aussi j'en parle dans la vidéo box-office, donc voilà, vous savez un petit peu quoi faire après avoir regardé celle-ci. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre dans le box-office, mon cher Greg, que je vais faire très court pour nous permettre de parler des autres news qui sont nombreuses. The Drama fonctionne bien, enfin toute proportion gardée par rapport à son budget, bien évidemment ses ambitions, mais le film avec Zendaya et Robert Pattinson devrait être un des 5 plus gros succès de l'histoire de A24. J'ai dit 23, pas du tout. 24. Donc voilà le distributeur américain, le studio américain de petits films. Marche fort bien, encore une fois, avec The Drama. Des petites infos comme ça pour vous dire que c'est officiel, le box-office de Demon Slayer qui est sorti en fin d'année dernière est bouclé. Il n'y a plus de séances normalement à travers le monde sur le film, et donc il a dépassé quand même les 800 millions de dollars. C'est le plus gros succès donc de l'histoire des films animés japonais, donc c'est à noter quand même. Et du côté français, pour l'instant le plus gros succès de l'année c'est Marsupilami avec 6 millions d'entrées. Super Mario Galaxy a déjà dépassé les 3 millions, et Cocorico 2 avec comment il s'appelle celui des inconnus là, Bourdon et Clavier démarre franchement moins bien. Ça fait pour l'instant on va dire 3 fois moins que le premier. Voilà mon cher Eric pour le point pognon. Quelle est ta première news ? Eh bien mon cher Kerr, la première news, c'est une double news, et c'est une news qui me fait très plaisir, en tout cas qui fait très plaisir à mon moi d'il y a quelques années, puisque quelque chose dont je rêvais de voir au cinéma va enfin apparaître. Eh bien mon cher Kerr, j'ai le plaisir de t'annoncer qu'il va y avoir un film Metal Gear Solid produit par Sony. C'est pas incroyable ça, Kerr ? Je crois que tous les joueurs de Metal Gear attendaient un film, et là, il va y arriver. Ouais, il y a des films sur toutes les licences maintenant, donc c'était évident que ça allait y passer Metal Gear. Et mon cher Kerr, tu sais qu'on avait fait une vidéo il y a quelques temps qui était sur le dossier sur c'est quoi le plan d'Hollywood, l'après MCU super-héros, et on avait dit que ce serait l'adaptation et le fait de franchiser, de créer des grands univers avec des jeux vidéo et des licences, surtout du côté de l'animation japonaise et du manga évidemment. Et c'est complètement ce qu'on est en train de voir, puisque là, Sony, après The Last of Us, après Nintendo avec La Légende de Zelda et Mario, donc là, c'est Metal Gear Solid chez Sony. Alors, l'annonce qui a été faite sur Hollywood Reporter est un petit
petit peu étrange, puisque à la direction du film, c'est un duo, c'est Zach Lipovski et Adam B. Stein, qui sont des réalisateurs, mon cher Kerr, que tu dois peut-être connaître pour avoir fait Destination Finale Bloodlines. Est-ce que c'est un film que tu as pu voir, toi qui es fan de gore horrifique? Je suis pas fan, mais la franchise Destination Finale, j'ai jamais été un grand fan. Par contre, la scène d'intro de celui-là est à voir. Là, donc je dans la suppose tour, que ça veut dire c'est que à tu as voir. vu le film. Ah oui, oui. Est-ce que tu as bien aimé? Moyen, en dehors de la scène d'intro. Après, le film, c'est un Destination Finale. Hein, c'est cousu de fil blanc. Il n'y a pas de, Alors, pas l'annonce de surprise. Pourquoi je te pose cette question? C'est parce que l'article dans Hollywood Reporters disait que ces deux réalisateurs étaient connus comme des gars capables de mettre en place ou de remettre en place une franchise. Visiblement, Hollywood Reporters disait que les destinations finales étaient en panne au cinéma et que Bloodlines avait requinqué cette licence. Moi, j'avoue que j'avais regardé le premier Destination Finale que j'avais bien aimé et puis après, j'ai lâché l'affaire. Et donc, bon... J'ai un peu peur quand on me parle de Metal Gear Solid, qui est un peu le film d'action, un peu de genre, intelligent, et puis derrière on me dit non, mais en fait t'as deux mecs, ils sont capables de faire des films à popcorn, laisse tomber, personne se prend la tête et on va au cinéma. Metal Gear Solid, c'est tout sauf pas prise de tête. Destination Blue Line, c'est pas un carton. C'est pas un très grand film, c'est mieux que les précédents Destination Finale, mais en fait si celui-là a mieux fonctionné que les précédents, c'est parce qu'il n'y en avait pas eu depuis longtemps et qu'il y a eu un côté un peu nostalgique de Destination Finale 1 ou de Destination Finale qui avait marqué là, avec la scène avec les troncs d'arbres dans le camion là. Mais pour moi c'est tout, hein. Je suis pas... Là ils enchaînent des Destinations Finales chaque année, je suis pas sûr du tout que ça fonctionne beaucoup, hein. Alors, j'ai pas d'avis, parce que moi, comme j'ai dit, je n'ai regardé que le premier sur cette franchise. Par contre, ce que je te disais, c'est le rapport de Sony sur le fait qu'ils pensent que ces réalisateurs sont capables, comme Bloodline, donc ça c'est leur avis, de remettre en place ou de mettre en place des franchises. Par contre, moi, ce qui m'inquiète beaucoup sur l'annonce de Metal Gear Solid, c'est qu'en fait, Sony explique qu'ils vont mettre en place des films sauvagement amusants, commerciaux et portés par des personnages et qu'ils seront inclassables dans les genres. C'est tout ce que j'ai pas envie d'entendre sur Metal Gear Solid en fait. C'est Metal Gear Solid, c'est sérieux, ça se prend la tête, c'est sur l'horreur de la guerre, c'est des enfants soldats, c'est la manipulation des soldats par des pontes qui en ont rien à faire de la vie des gens sur le terrain. C'est un univers qui est très sombre, Metal Gear Solid. Là, j'ai pas compris l'annonce. Alors, j'ai bien compris que cette annonce était pour un pool de films qui étaient annoncés, dont Metal Gear Solid. Mais là, il y a zéro truc que j'ai envie d'écouter, enfin, qui pour moi se colle à Metal Gear Solid. L'annonce du fait que Bloodlines est super bien parce que c'est commercial et de dire bah c'est génial, Metal Gear Solid ça va être commercial, c'est trop chelou. C'est trop chelou. C'est connu pour avoir des fulgurances d'intelligence. Écoute, mon cher Kerr, je suis très curieux. Donc, mon moi d'il y a longtemps avait très envie de voir un film Metal Gear en se demandant comment ils vont faire pour casser le 4e mur comme ils avaient fait dans le jeu. Donc, j'ai à la fois cette annonce me fait très flipper. Deuxième annonce qui est un peu jumelée, c'est donc dans ces annonces de Sony, eh bien, il y a une annonce la suite d'un jeu qui est extrêmement attendu. Il y a Bloodborne, qui est un jeu dont la suite est extrêmement attendue. Donc Bloodborne, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui est fait par les mêmes créateurs que Elden Ring, et ce jeu est extrêmement attendu. Son univers est horrifique, très horrifique, très dark, très gore, et visiblement, donc Sony a décidé de l'adapter en R-rated, donc ils veulent aller dans le côté sombre, la violence. Ils ont parlé d'être le plus fidèle possible à l'œuvre originale pour les femmes, donc pour les fans. En tout cas, un film d'animation qui est à mon avis, qui va être très vite très attendu. C'est deux annonces conjointes qui vont plaire à tous les fans de jeux vidéo. Et ce qui est fou, c'est à quel point Mario a vraiment ouvert la voie à toutes ces adaptations.
C'est le plan. Enfin, vraiment, je vous invite à aller regarder cette vidéo parce que on explique le pourquoi du comment, les plans, etc. C'est fifou à quel point c'est vraiment un plan dont on voit les étapes 1, 2, 3 qui se mettent en marche. J'espère juste que ce sera pas juste du commercial pour du commercial, mais que ce sera bien fait, parce que Bloodborne, moi j'ai pas fait le jeu, mais je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement fans du jeu. Metal Gear, je les ai tous faits, je suis archi fan, et j'avoue que j'aimerais pas qu'on fasse quelque chose de médiocre avec cette licence extrêmement forte. Qu'en dis-tu, mon cher Kerr ? Oh, bah, je suis d'accord avec toi, mais moi, me sortir les réalisateurs de Bloodlines sur Metal Gear Solid ne peut absolument pas me rassurer. Hein. Ils n'ont pas du tout les épaules pour un projet ambitieux, donc est-ce que ça va être un projet ambitieux ? On verra bien. Je reparlerai de Destination Finale après, mais je vais rester sur Sony, mon cher Greg, parce qu'il y a eu d'autres trucs qui ont été annoncés à l'occasion donc, du CinemaCon, qui est en ce moment, d'ailleurs vous verrez, on réagira sur la chaîne autour du CinemaCon et des annonces. Dans cette vidéo, on va vous parler de celle de Warner, et là on est sur celle de Sony, mais attendez un petit peu pour Warner. Là, donc toujours sur Sony, il y a l'annonce d'un nouveau film animé qui s'appelle Buds, qui va sortir le 22 décembre 2027, film d'animation hein, de Sony, donc Sony en animation, bon, vu ce qu'ils ont produit ces dernières années, ils n'ont plus grand chose à prouver. Là, ils partent sur un film qui a l'air beaucoup plus intimiste et peut-être un peu porteur de magie, hein, peut-être, à la Pixar, du côté de chez Sony avec Buzz, donc, où on va suivre une plante qui a décidé donc de trahir le monde végétal en parlant. Et oui, les plantes peuvent parler, elles ne le font pas, c'est la règle 1 du Fight Club végétal. Et cette plante-là, pour sauver l'humanité, pour l'aider, va donc parler. Les premières images sont magnifiques. Autres images qui ont été dévoilées pour un film qui sortira en juin 2027, toujours de l'animation. Mais Spider-Man Beyond the Spider-Verse refait parler de lui. Donc là, dans les prochains mois, on va, à mon avis, en voir et en entendre beaucoup parler. On rappelle que le film, qui était censé sortir quelques mois seulement après donc, le deuxième Cross the Spider-Verse, sortira bien après. On s'est fait, pour être poli, gentiment avoir à l'occasion de la sortie de Cross the Spider-Verse, parce qu'ils avaient dit, oui, vous inquiétez pas, ça arrive et tout. Et puis en fait, pendant la promo, on avait notamment Ellie Stanfield qui double donc Spider-Gwen, qui avait dit, attendez, moi j'ai absolument pas fait de mon doublage. Et pour ceux qui avaient suivi un peu la manière de travailler sur Into the Spider-Verse, en fait, ils partent du doublage et ensuite ils travaillent sur l'animation autour du doublage en grande partie. Donc, s'il n'y a pas eu de doublage, alors je ne dis pas qu'il n'y a rien de fait, hein, loin de là, mais en tout cas, rien de... Enfin, tout ce qui est concret n'a pas forcément été abordé et travaillé. Et en plus, il y avait eu des fuites comme quoi, en fait, ils n'avaient rien du tout sur Beyond the Spider-Verse. Cette fois, c'est concret, il y a des images. Au CinemaCon, ils en ont vu des images en plus. Donc, voilà. Et puis, alors, toujours sur le CinemaCon, mon cher Greg, remarque... Je voudrais juste réagir, du coup, à Spider-Verse. J'ai revu le film le week-end dernier. Et je me suis dit, mais vraiment, j'ai adoré ce film et je ne l'ai pas revu depuis que je l'avais vu au cinéma. Et j'ai voulu qu'on le regarde avec ma femme. Et je me suis dit, pendant le film, je me dis, c'est marrant, je me souviens pas de la fin du film et tout. Et quand il y a cette coupure au plein milieu de l'action, je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai que s'il y a à ce point-là, le film est en 2 parties et le film s'arrête vraiment au milieu d'une scène. Et ce qui est fou, c'est à quel point ce film, il n'est pas un peu au-dessus de l'animation de ces dernières années. Il y a tout le temps des bouts d'images qui sont des dessins, enfin ça en jette tout le temps, ils vomissent du style en permanence, c'est fou. Et du coup, quand on entend à quel point il y a dû avoir un méga crunch permanent pour le sortir, en fait ça se voit à l'image, on voit un travail incommensurable de l'équipe créative. Et évidemment, je préfère que la suite se fasse dans de meilleures conditions de bien nombreuses années après. Mais je me suis rendu compte en regardant le film à quel point ce film d'animation reste fou, quoi. Vraiment, le nombre d'idées, le travail de chaque détail, les mouvements, les mélanges de genres, ce film est fou, quoi. Tu l'as revu depuis le ciné ?
Non, mais j'avais été très déçu, moi, par rapport au premier. Hein. Alors, pas forcément visuellement, mais en tout cas, dans ce qu'il me racontait, le film ne m'a pas séduit. Il faudrait que je le revoie parce que j'étais franchement déçu par le Cross the Spider-Verse. Puis en plus, comme il y avait eu toute la shitstorm autour, ça avait, je trouve, sacrément piétiné l'image que j'avais du Spider-Verse qui, c'est dommage, hein, mais Into the Spider-Verse c'était pour lui, pour le coup, un vrai chef-d'œuvre. Mais je reviens donc sur le patron de Sony, donc Pictures, hein, Tom Rothman. Lors du CinemaCon, il a fait une remarque intéressante, mon cher Greg, et je veux ta réaction là-dessus. Il dit, ça serait bien que les exploitants de salles réduisent le nombre de publicités qu'il y a avant les films. Pourquoi ? Parce que les gens prennent l'habitude maintenant, parce que comme il y a tellement de pubs, de venir 30 minutes après, après l'heure officielle de début de séance, parce que trop de pubs, etc. Et donc lui, il dit pas ça pour que on regarde moins de publicité. Non. Lui, il se dit, mais attendez, si le public est pas en salle dans les 30 minutes où on diffuse nos bandes annonces, ça nous embête. Donc s'il vous plaît, réduisez vos pubs et mettez nos bandes annonces. Donc j'ai trouvé ça. En même temps, la remarque est pertinente. Tu fais ça, toi, de volontairement arriver plus tard en salle maintenant ? Ah oui, bien sûr. Mais moi aussi, en fait, là, en lisant sa remarque, je faisais naturellement, mais je pense que quand j'étais encore abonné il y a presque une dizaine d'années, j'ai arrivé 15-20 minutes facile après la séance à 15h, j'arrivais à 15h20, quoi. Alors, c'est tout le problème que tu décris, c'est quand tu es abonné, en fait, et où tu es obligé justement d'arriver en avance, parce que sinon UGC ou Gaumont ne te donnent pas ta place et qu'il faut arriver avant le début de la séance par rapport à quand tu payes, où là tu peux avoir ton billet en avance. Ça a toujours été un truc qui m'a pris la tête avec les abonnements ciné. On a l'impression que tu payes, mais que tu as l'option publicité qui est intégrée du coup à ton abonnement. Ah ouais, donc autre argument pour pas prendre d'abonnement comme ça. Ok. Et donc du coup, par rapport au patron de Sony, en fait, ce qui est un peu étrange, c'est que donc il veut baisser les pubs, mais en même temps, dans sa tirade, il explique qu'il faut faire attention au cinéma, que les cinémas ne sont pas assez rentables. Et du coup, j'ai pas compris. En fait, je sais pas si tu as toi cette information, mais j'ai fait des recherches hier et je comprends pas s'il est en train de dire que les publicités en fait vont à quelqu'un d'autre que les salles, parce que pour moi, les publicités aident les ciné gagnent un peu sur les pubs, beaucoup sur la fin, 50% sur les places de ciné, et il y a encore eu une vidéo sur la chaîne YouTube des Échos, je crois, sur le business du popcorn, que je vous invite à aller voir, où il y a plein d'exploitants de gros cinémas qui expliquent que le cinéma sans la confiserie ne serait pas rentable, le billet tout seul ne serait pas rentable, et donc je comprends pas pourquoi est-ce que... J'ai l'impression qu'il est parti dans tous les sens. Les salles sont pas rentables, il faut que l'expérience soit mieux, retirer des pubs, mais le cinéma est pas rentable, c'est vrai. J'ai vraiment eu l'impression qu'il a dit dans cette même interview des trucs qui se contredisent énormément. Alors oui, il veut que l'expérience soit la plus agréable pour un utilisateur, mais si c'est pour que le cinéma soit à perte, donc je me rends pas compte quelle est la part de revenus de la publicité pour le cinéma, mais c'est vraiment une tirade que j'ai trouvée étonnante de contradiction. Oui, je suis un peu étonné aussi, mon cher, par ces propos. Avant de te redonner la parole, je veux faire une grosse news quand même, et avant de parler de la Warner un peu après dans la vidéo. Il y a un nom qui se détache, les amis, pour devenir James Bond. Oui. Voilà, alors c'est pas encore officiel, c'est pas du tout signé, mais la presse britannique dit que là il y a un vrai gros favori qui s'est détaché. Il s'appelle Louis Partridge. Vous l'avez vu, donc c'est le love interest, mon cher Greg, de Enola Holmes dans les films de Netflix, mais c'est aussi le héros de la série House of Guinness, donc du créateur de Peaky Blinders qu'on a pu voir il y a quelques mois. Sur Netflix, exactement 22 ans seulement, et ça correspond tout à fait à ce que veut faire Amazon MGM, puisqu'ils ont dit qu'ils voulaient vraiment rajeunir le personnage de Bond à l'écran, donc c'est un peu étonnant. Il fait très jeune, en plus il fait vraiment Jeunot de chez Jeunot, donc bon.
Je trouve que c'est, par exemple, dans la série House of Guinness, il y a des acteurs qui, à mon sens, seraient mieux que lui pour jouer Bond. Mais bon, voilà, on rappelle que le nouveau Bond est réalisé par Denis Villeneuve et que Denis Villeneuve a dit que de toute façon, il n'y aurait pas donc de communication officielle sur le nom de l'acteur tant qu'il n'aurait pas terminé Dune 3. Donc voilà. Bon. T'es pas chaud, toi, par ce choix-là ? Alors maintenant, il y a un truc que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas juger les acteurs de Bond, parce que depuis la dernière fois où on avait vu arriver des images d'un mec tout bodybuildé, blond, qui fait comme ça sur la plage, je m'étais dit, oh là là, mais ils ont pris une brute et tout pour faire Pierce Brosnan, qui était le charme à l'anglaise, et tout ça, et là, ils nous ont pris un mec, on a l'impression que c'est un tueur de Sibérie. Et au final, il a été exceptionnel, Daniel Craig. Donc maintenant, je me dis, James Bond, il faut voir avant de juger. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, là, je suis aussi surpris que quand j'avais vu Daniel Craig. Écoute, mon cher Kerr, nous verrons bien. Oui, je dis pas, je condamne pas le brave homme avant de l'avoir vu en Bond si un jour il devient Bond. À toi. Mon cher Kerr, dans les news jeux vidéo qui ont des adaptations, il y a effectivement Mass Effect avec le studio Amazon Prime. Et alors, Amazon Prime a mis un petit stop au projet pour des raisons qui me titille. Alors, je vais te les expliquer, mon cher gars. Tu vas me dire quelle est ta fibre un peu de cinéphile. Alors, Mass Effect, moi, c'est une licence que j'aime énormément. J'ai fait les 3. C'est un des rares univers de SF qui, je trouve, est aussi profond que les Star Wars et les Star Trek. C'est... Enfin, bref. J'adore Mass Effect. On va pas en faire un pâté. Et donc Amazon a demandé un retravail total de la série télé parce qu'il considère que c'était un scénario qui était trop de niche et qu'il fallait que la série ait un appeal, enjaille la très grand public pour être je cite, un succès populaire de masse. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. En gros, il faut entendre le scénario, bien pas bien, on s'en fiche, mais c'était trop hard-tech et tout. Faut que ça plaise à tout le monde. Quand on veut faire quelque chose qui plaît à tout le monde, souvent on fait un truc fade qui ne plaît à personne. Surtout dans le cadre de Amazon, ils nous ont prouvé que le truc qui devait plaire à tout le monde, des anneaux de pouvoir, ça peut parfois pas être un aussi gros succès que ce qu'ils attendent. Donc ils parlent de obstacles éditoriaux. Donc bref, le projet est toujours en cours et accessoirement j'ai cité Peter Friedlander qui est donc le responsable des séries chez Amazon, donc c'est celui qui est à la fois en train de nous valider les anneaux de pouvoir qui donc est en train d'essayer de nous forger Mass Effect. Est-ce que Kerr, ça te... Tu es en confiance, du coup tu te dis cette série ils veulent faire plus gros, moi j'y crois, Amazon Studio c'est que du costaud, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que j'ai joué 1 heure au 1, 1 heure au 3, donc ils peuvent y aller avec Mass Effect si... moi je risque pas d'être choqué si l'adaptation n'est pas à la hauteur de la qualité de l'univers développé dans les jeux, mais... le discours, il est pas rassurant, je suis d'accord avec toi. Après, il est assez cohérent, le fait qu'il veuille une série qui plaise au plus grand nombre. Tu vois, par exemple, Dune Prophétie est une bonne série, mais elle est pas du tout grand public. Donc, en tout cas, le pilote n'est pas séduisant pour un grand public et dans un contexte où c'est très compliqué de financer, etc. Forcément, aller chercher un public le plus large possible. C'est intéressant. Tu vois, par exemple, House of the Dragon est beaucoup moins abordable, je trouve, que ne l'est Night of the Seven Kingdoms. Donc ça peut aussi, tu vois, donner des idées, revoir leurs copies pour proposer de la qualité, mais en même temps, une qualité qui va séduire le plus grand nombre.
Et donc, du coup, Kerr, j'ai un peu l'impression que tu fais l'avocat du diable. Moi, je t'avoue que j'en reste pas moins inquiet de cette petite annonce. J'aurais été plus content d'un truc du style on fait confiance au showrunner, à Doug Young, il nous a fait un chef-d'œuvre, vous allez voir, on va mettre les moyens pour que les artistes aillent jusqu'au bout de leurs rêves et tout. Voilà, là, on est un peu sur l'inverse. Moi aussi, ça m'inquiète, je l'ai dit. Hein. Et évidemment, on l'a pas dit au tout début, mais merci à tous ceux qui boostent la vidéo. Comment on booste les commentaires si vous êtes en train de regarder sur mobile? Vous swipez sur le côté et là vous pouvez cliquer sur booster, ça aide énormément les petites chaînes. Et puis bien sûr le petit pouce, le partage parce que le partage c'est la vie. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo, ne serait-ce que parce qu'on vous lit, mais aussi parce que ça aide au référencement. Merci à tous. Allez, on enchaîne avec des news plus concises, plus rapides et je vais droit au but. Le nouveau trailer de Punisher est sorti. Disney essaye de nous dire qu'il fait du très badass, mais ça peut être sympa. Il y a Alien Earth, non c'est Alien, ça change tout. Alien Earth saison 2 qui a récupéré à son casting eh bien Peter Dinklage. Alors, est-ce qu'il va aussi être armé d'une arbalète pour aller chasser son père? Je ne sais pas, mais les annonces autour de ça, de Alien, c'est pour dire que, pour prouver que Alien, c'est une franchise qui va s'installer en série et tout. Bon, ok. C'est aussi pour rappeler que la série existe encore. Parce que quand j'ai vu passer la news Peter Dinklage dans la saison 2 d'Alien Earth, je me suis fait la remarque, et vous pourrez le dire dans les commentaires si c'est le cas pour vous aussi, c'est « Ah oui, c'est vrai, Alien Earth existe ». Alors que je l'ai vu entièrement en plus la saison 1. Ensuite, un fun fact, les tarifs des avocats d'Hollywood a été communiqué. Et alors, mon cher Kerr, pour 1 heure, pour un avocat qui va négocier des contrats hollywoodiens, eh bien, sache que les plus jeune, le Benjamin, il est à 500 $, de l'heure, et quelqu'un qui va gérer un contrat d'un acteur qui va signer un film, c'est 2500 $ de l'heure. Et quand il y a une négociation autour d'un problème, donc on peut citer par exemple quand il y avait eu des problèmes autour de la sortie de Black Widow qui avait été retirée du cinéma et tout, avant même de commencer la procédure et de compter de l'heure, c'est 50 000 $ pour, et ils appellent ça, je sais pas comment le traduire en français de l'anglais, mais c'est pour dire bonjour avant que le comptage commence. Donc effectivement, il y a intérêt que les dédommagements des acteurs ou des studios soient importants parce que là, tu arrives vite, à mon avis, à plusieurs centaines de milliers de dollars de frais. Fin du fun fact, j'enchaîne avec un truc qui est quand même une belle boulette. Il y a la légende de Hand, The Last Airbender, eh bien, qui est donc un film qui a leaké. Alors, il y a des gens qui expliquent que c'est Paramount et Nickelodeon qui étaient censés sortir le film d'animation, et en fait, Paramount dit que ça a été un piratage. Ce qui se voit plutôt du côté des sites américains, c'est qu'on parle d'erreurs et de leaks internes. Laquelle est la vérité? Je n'en sais rien, mais c'est vraiment la cata. Et du coup, ça doit sortir, ça devait sortir le 9 octobre. Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire, mais c'est vraiment la cata pour, t'imagines, un projet à plusieurs dizaines de millions de dollars d'investissement qui se retrouve sur Internet. Et du coup, il y a un gros débat, je voyais, à Hollywood sur évidemment la cybersécurité, qui est un gros sujet en ce moment, surtout avec ce qui s'est passé dans l'IA là il y a quelques jours, mais c'est un énorme sujet qui est en train d'apparaître et où les studios sont en train de dire qu'ils sont plus fragiles par rapport à ce genre de leak ou de piratage que quand c'était en bobine, pour des raisons évidentes, que c'était plus difficile d'aller récupérer une bobine de chez eux que là de juste envoyer un fichier. Et donc ils réfléchissent à mettre plus de systèmes de sécurité en place. Et donc c'est vrai que pour eux c'est plutôt un très gros loupé. Je te laisse la suite, mon cher Kerr. Bah, surtout que ce film, c'est vraiment très compliqué du début à la fin pour Paramount, puisqu'il devait sortir au cinéma, que Paramount l'a repoussé à plusieurs reprises, pour, aux dernières nouvelles, finalement dire « Ah bah non, on le sortira que pour Paramount+, ce qui avait fait réagir le réalisateur, qui avait dit que ce film
avait été taillé pour le cinéma et qu'il était, alors comme toujours, hein, il était amazing, mais surtout il disait très clairement qu'il était très déçu du choix de Paramount. Bon bah au final ça sera ni au cinéma visiblement ni sur Paramount+, en tout cas la primauté, hein, puisque malheureusement c'est pour le piratage. Mais bon, vous pourrez le voir légalement quand il sortira. Allez, on y va mon cher Greg, pour maintenant la Warner au CinemaCon. Beaucoup d'annonces, vous allez voir. Et même si dans ce panel, le gros événement du CinemaCon Warner, c'était d'une part free. D'ailleurs, il y aura d'autres rendez-vous avec Disney, notamment, on en parlera plus tard sur la chaîne. Mais là, sur la Warner, l'événement, je l'ai dit, d'une 3, mais... The Hunt of Gollum, c'est la surprise. Pourquoi le nouveau film du Seigneur des Anneaux a balancé une affiche. Bon, pas dingue l'affiche, soit dit en passant, mais très utile puisqu'il y a le casting. Andy Serkis, confirmé en Gollum Sméagol, on le savait, hein, c'est le réalisateur du film. On savait que Ian McKellen en est en Gandalf. On savait que Kate Winslet avait été engagée sur le film. On savait qu'Elijah Wood avait dit avec Ian McKellen qu'il allait revenir. Mais on n'avait pas de confirmation, là c'est officiel. Retour également de Lee Pace en frein d'huile. Donc Lee Pace qu'on a vu en frein d'huile dans la trilogie du Hobbit. Sephiroth. Et alors là, mon cher Greg, là où il y a vraie grosse surprise, c'est que la semaine dernière, on en avait d'ailleurs parlé dans les news, il y avait donc l'annonce que Viggo Mortensen ne reviendrait pas du tout en Aragorn dans ce film. Alors, il n'a jamais été question que Viggo Mortensen fasse tout le film donc en Aragorn en grand pas alors qu'il a plus l'âge du tout de le faire, mais on aurait pu imaginer par exemple une scène plus tard à la fin du Seigneur des Anneaux où avec Frodon par exemple il discute de cette chasse de Gollum là, Inaner, enfin peu importe, il y avait toujours moyen de faire revenir Viggo Mortensen. On avait dit que nous on imaginait plutôt qu'il reviendrait dans l'autre film du Seigneur des Anneaux qui est prévu de Cobbert, mais en tout cas il y avait un nom qui sortait pour être Aragorn. Ce nom, c'était qui ? C'était Leo Woodall. Et Leo Woodall est confirmé dans le film, mon cher Greg, mais pas en Aragorn. Il est confirmé en Alvard, car l'acteur qui va jouer Aragorn, c'est Jamie Dornan. Jamie Dornan, vous le connaissez peut-être, si vous avez vu 50 nuances de Grey, 50 nuances de Very Grey, 50 nuances de plus sombre du Dark, enfin, je ne sais plus comment s'appellent les autres films, j'en fous. Et donc, Jamie Dornan donc, va passer de... C'est pour ça que j'ai dit 50 nuances de gris poil sur Twitter, ça m'a fait marrer. Mais donc ça va être lui le nouveau Aragorn. Donc ça c'est une surprise. Pas dit qu'elle était bonne, hein. Vous jugez par vous-même. Donc voilà. Autre annonce étonnante aussi, c'est la confirmation, mon cher Greg, qu'il y aura bien un film Game of Thrones sur Aegon le Conquérant. Ça s'appelle Game of Thrones-Aegon's Conquest. Donc c'est peut-être un titre provisoire. Et pourquoi est-ce qu'on parle que du titre ? Eh bien c'est parce qu'à la fin en fait de la conférence, il y a une liste où apparaissent tous les films qui sont annoncés en 2027 et après. Et dans la liste, il y a donc ce film sur Game of Thrones, donc grand début de GOT au cinéma, mais sans, tu vois, qu'il y ait une annonce, sans qu'on parle de réalisateur, de date de sortie, de casting, de quoi que ce soit. On sait juste que c'est Beau Willimon, donc le scénariste de House of Cards, qui sera aux commandes du scénario de ce film. Donc voilà, mais ça devient très concret pour du GOT. Du côté de DC, alors, il y a une année chargée, hein, puisqu'il y a la sortie de Supergirl, il y a également Clayface, qui est annoncé pour l'automne. Clayface a eu le droit à un teaser, voilà. Et du côté de Supergirl, ça a beaucoup parlé de Jason Momoa, qui a l'air vraiment d'être, ce que tu disais un peu la semaine dernière, mon cher Greg, c'est vraiment l'acteur très connu du film. Alors ils vont pousser bien évidemment Emilia Clarke Supergirl, mais à côté de ça, ils vont énormément s'appuyer sur Momoa, et ça s'est vu lors du CinemaCon. Et alors sur Superman Man of Tomorrow, ils l'ont pas annoncé pendant la conférence, mais ils l'ont annoncé par voie de presse, mais Adria Arjona a rejoint le casting de Superman Man of Tomorrow. Et il faut parler 2 secondes de Adria Arjona, puisque ça fait des mois, et depuis qu'on sait que Gal Gadot n'est plus Wonder Woman, que son nom revient avec insistance pour être la nouvelle Wonder Woman. James Gunn avait même dû en parler, hein, puisqu'en fait il y a eu un emballement pendant quelques heures où les gens se sont dit hey, regardez, il a commencé à suivre Adria Arjona, il a liké des publications d'elle sur Instagram, c'est parce que c'est la nouvelle Wonder Woman.
Gunn avait dit bah non, pas du tout, je la suis depuis des années. C'est une actrice que j'apprécie beaucoup, mais ça veut rien dire sur le casting chez DC. Et ben elle est castée, mais elle est a priori. En tout cas, on attend confirmation parce que là, il y a vraiment, c'est en ébullition au niveau des rumeurs et des débats. Elle serait castée donc dans Superman Man of Tomorrow sur le personnage de Maxima. Maxima, donc c'est une extraterrestre qui a une obsession autour de Superman, qui est juste, elle veut en faire son roi. Et donc la question c'est est-ce qu'ils vont annoncer qu'elle est Maxima pour finalement être réellement dans le film, donc Wonder Woman, ou pas du tout. On verra, mais en tout cas Adria Arjona rejoint l'univers d'ici. Et on la verra pour la première fois dans Superman Man of Tomorrow. Et quelques autres petites news. Il y a des trucs intéressants mais très rapides. Alors qui ne vont pas t'intéresser mon cher, parce que c'est pas du tout ton genre de film, mais ils ont parlé des succès notamment précédents. Et ils ont parlé du côté de Weapons, donc le film Évanoui en français, qui allait y avoir donc un préquel plutôt, qui s'appelle The Aunt Gladys, qui sortira donc sur la tante, pardon. Qui a permis donc à l'actrice, dont j'ai oublié le nom, je suis complètement désolé, mais d'avoir un Oscar cette année, et le film sortira en septembre 2028. Donc Greg, sors ton agenda et ne note pas ce film car il ne va pas t'intéresser. Moi qui ai vu Évanoui Weapons et que j'ai trouvé très bon, juste là l'idée d'un préquel opportuniste sur On Gladys ne m'intéresse pas plus que ça, je le dis sincèrement. Par contre, le réalisateur d'Evanoui, Zach Krieger, continue l'aventure avec la Warner, et il sortira, mon cher Greg, un nouveau film de science-fiction qui s'appelle The Flood, et ça sort, lui, en novembre 2028. Donc septembre, il y a c'est un titre suédois ou c'est The Flood avec une prononciation de ton C'est truc? The Flood avec une prononciation très approximative. Non, parce que The Flood, on a l'impression que c'est une table basse chez Ikea, tu vois. Non, mais moi j'avais l'impression d'avoir vachement bien dit Flood, mais voilà, en plus dans les jeux vidéo, le Flood, j'avais l'habitude, donc il n'y avait pas de... Il n'y a pas de souci. Et l'autre truc, donc c'est Destination Finale 7 est confirmé, il sortira lui en mai 2028. Donc là, pareil, mon cher Greg, prends ton agenda et ne le note pas. Et enfin, dernier truc que j'ai trouvé très intéressant du côté de la Warner au CinemaCon, c'est qu'ils ont annoncé donc la création d'un label qui s'appelle Clockwork, qui va être destiné à des petits films, petits budgets, et c'est présenté comme des films qui seront accompagnés par de la promotion différente qui sort de l'ordinaire, et qui permettra, pourquoi pas, au film de rencontrer son public en salle. Le premier film qui sera concerné par ce label, mon cher Greg, ils ne sont pas allés de main morte, puisqu'ils sont allés chercher Sean Baker, donc le réalisateur d'Anora, Anora, un des meilleurs films de l'année dernière, mais aussi le film qui a permis à Mickey Madison d'avoir donc l'Oscar de la meilleure actrice, donc dans Anora. Ce nouveau film qui sort en 2027 s'appelle Ti Amo. Voilà mon cher Greg pour toutes les infos Warner. Eh ben, ça en fait beaucoup, et du coup, moi, je vais faire un petit point sur YouTube. Alors, YouTube va sortir une possibilité. Donc, pour l'instant, c'est aux États-Unis pour les raisons de protection des données. Ce n'est pas encore en Europe. Mais mon cher Kerr, sache que tu vas pouvoir te créer un avatar à la fois vidéo et audio de toi. Donc, en fait, tu pourras envoyer une image de toi, de faire un enregistrement de ta voix, pour que ensuite tu puisses, via un outil d'IA vidéo, te créer des scènes de 8 secondes. Alors, est-ce que, je sais pas à quel point tu as envie de faire ça, mais l'usage qui décrivent, est-ce que je peux juste pas le faire avec IA et créer des scènes de 8 secondes de ma vraie vie? Et alors, je les enchaîne comme ça, 8, 16, etc. Et c'est possible. En fait, juste, je calcule pas l'outil et je passe à autre chose. Pour l'instant, tu en as la liberté, le libre arbitre, même, j'ai envie de dire. Pour l'instant. Et du coup, mon cher Kerr, Google nous rassure en disant qu'ils ne vont pas utiliser ces images pour entraîner leur modèle, qu'on peut supprimer cet avatar IA quand on veut, même si ça ne supprimera pas les vidéos qui ont été faites avec. Ce qui est cocasse, c'est que les vidéos qui ont été faites avec pourraient permettre de recréer un avatar, même si... quoi ? Du mauvais esprit de ma part. Excusez-moi.
Je suis désolé, je reviens. Et donc YouTube, avec cette annonce, ma foi, que personne n'attendait, et a fait 2 autres annonces. Alors, il y a une qui n'est pas une annonce, mais que les gens ont pu constater, c'est que YouTube est passé sur plusieurs territoires à 90 secondes de pub non skippable. 90 secondes de pub non skippable, voilà. Tu parlais de 8 secondes de ta vie, puis 16 et tout. Là, YouTube t'explique que, en fait, jusqu'à 90 secondes, c'est pour regarder de la pub. Et ça va avec une augmentation du prix de YouTube Premium. Donc, si vous ne voulez pas la pub, vous pouvez du coup payer plus cher YouTube Premium. Mais pourquoi je vous dis tout ça ? Déjà parce que si vous voyez une pub de 90 secondes chez nous, c'est vraiment pas notre choix, c'est YouTube qui le met. Mais moi, ce que j'ai appris et qui va me faire économiser des sous, c'est que je regarde beaucoup YouTube et donc c'est même en partie mon métier, j'ai envie de dire. Donc au final, j'ai pris YouTube Premium pour mon usage. Et dans les petites annonces de YouTube, et c'est pour ça que je vais vous en parler, il y a l'annonce de Premium Lite. Et Premium Lite, c'est une version YouTube Premium qui ne vous oblige pas à avoir YouTube Musique. Et donc, au lieu de payer 16 balles par mois, YouTube Lite permet, alors j'ai les prix en dollars, mais en gros, est à 8 dollars par mois. Donc, en fait, je vais, à la fin de cette vidéo, m'empresser de courir changer mon abonnement pour passer à YouTube Lite, puisque YouTube Musique ne m'intéresse pas. J'ai déjà quelqu'un d'autre pour la musique. Et donc, au final, je vais faire une petite économie, puis je vais arrêter de payer pour les services inutiles. En tout cas, pour moi, YouTube Musique. Et du coup, c'est le petit moment, puisque on parlait justement de quelqu'un avec qui je suis. Donc, à titre personnel, je suis chez Spotify. Alors, il y a Deezer aussi, n'hésitez pas, c'est français. Mais nous, Cult & Click, on est sur Spotify. Donc, si 10 vous o'clock, écoutez... la version anglaise. 10 o'clock. La version anglaise de Deezer. Tout à fait, mon cher Kerr. Et du coup, sachez que si vous aimez regarder nos vidéos sur YouTube, mais que pour une raison incroyable, en fait, vous préférez les écouter sur Spotify, sachez que nous y sommes. Et donc tout ça pour dire, merci aux tipeurs qui financent le fait que aussi alors ils financent pas que ça, ils financent le fait que la chaîne puisse exister. Donc déjà, merci à vous les tipeurs, mais également ça permet d'avoir la chaîne sur, en tout cas ces émissions sur Spotify. Voilà, donc c'est un petit message. Et si vous écoutez sur Spotify, n'hésitez pas non plus à mettre les petites étoiles des podcasts, ça aide beaucoup au référencement sur Spotify. Voilà, et à mettre un petit commentaire, ça aide beaucoup. On le dit jamais, alors là on le dit un peu plus. Ouais. Moi, je vais enchaîner, mon cher Greg, avec Godzilla. Attention, je vais vous parler de Godzilla Minus Zero, qui est le prochain film Godzilla, donc suite de Godzilla Minus One. Donc, ils font à l'inverse. Ils ont commencé par le One, ensuite ils font le 0, ils feront le -1, le -2, le -3, et on verra jusqu'où va le parking. En tout cas, ce Godzilla Minus Zero, a un teaser. C'est là que t'es marrante. Ils appellent ça un trailer. Ouais, mais pour moi, un trailer qui dure 30 secondes, ça s'appelle un teaser. Et en fait, donc, bon, ça rassure. C'est très clairement pas Godzilla X Kong. Alors, ce film est annoncé pour le 6 novembre, USA-Japon. Globalement, ça devrait être ça. Par contre, si vous êtes français, les amis, prenez bien votre agenda et mettez bien que le 6 novembre, vous avez la journée, puisque il n'y a pas de sortie française pour l'instant prévue pour Godzilla Minus Zero. C'est vraiment un mystère, ce truc. C'est-à-dire que c'est un film d'action. Godzilla est connu absolument partout. Le film a d'excellentes critiques. Il est adoué par tout le monde. Il y a même Spielberg qui en fait des tonnes et tout. Et sur le Godzilla Minus One, on n'a quasiment pas de séance. Et là, malgré l'engouement, etc., la présence aux Oscars et tout, Godzilla Minus Zero, c'est pareil. Bon, on espère que ça va changer. Autre info autour de Godzilla Minus One, sachez que Takashi Yamazaki, alors j'ai presque réussi le premier coup, je recommence. Tamashi Yamazaki, le réalisateur c'est de Godzilla, il a un autre projet qui s'appelle Ground Gear. Et figurez-vous que ce projet, c'est son premier film qui ne sera pas un film japonais, mais américain, et qui sortira le 18 février 2028. C'est vraiment pour vous dire que Godzilla Minus One a vraiment conquis tout le monde à Hollywood, et que là, du coup, le réalisateur, comme ça avait été le cas pour le réalisateur de Parasite, passe côté américain. Voilà, globalement, ce qui a été raconté au CinemaCon sur ce film, c'est qu'on est dans l'esprit de films qui étaient The Host et Cloverfield. Donc, on verra. Pourquoi pas. Et puisqu'on parle de Godzilla, c'est l'occasion pour moi
de glisser un ou deux mots sur la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters, que je suis en train de visionner là. On en avait parlé il y a bien longtemps, au moment de la saison 1, on avait dit que la saison 1 était franchement étonnante, et que c'était un peu un ovni dans l'univers série, cette saison 1 de Monarch, puisque contrairement au film dont elle était inspirée, elle avait une écriture qui était intelligente, elle était soignée, etc. C'est clairement pas, par exemple, Godzilla 2, Roi des monstres, qui lui, alors, a été vraiment dessiné à la truelle. Et ben dans la saison 2, ils se sont dit, bah voilà, les retours sur la saison 1 sont très bons, les gens sont très contents qu'on ne fasse pas comme dans les films, donc bah du coup on va faire comme dans les films, et donc maintenant, la série a perdu toute finesse. Franchement, c'est un concours d'éléments extrêmement gros. Enfin, non, ça va pas. Ça va pas là pour l'instant, ce début de saison 2. Allez, espérons, j'ai encore un petit peu d'espoir qu'on retrouve le monarque de la saison 1 dans la suite de la saison 2. Mais j'y crois pas beaucoup. Par contre, il y a du pognon, mon cher Greg, et il y a quelques scènes, franchement, qui tabassent. Mais ça reste des scènes très, tu sais, qui tabassent, mais entourées de trucs très bêtes. Et il y a un grand monstre. Je ne le comprends pas. Il arrive, il est hyper menaçant, et en fait, il y a des espèces de... Il vient chercher ses progénitures, des petits insectes, et en fait, tout le monde est en panique depuis des millénaires, et on ne sait pas pourquoi. Il fait juste chercher ses enfants. Enfin, c'est... Je ne sais pas. Je suis extrêmement intrigué par cette saison 2 de Monarch. Il m'a beaucoup fait penser à Sin, qui est un gros méchant de Final Fantasy X dans l'idée de ce monstre. Vraiment, il y a des gros points communs, mais passons. Donc tu as vu la scène, l'épisode avec la caverne, etc. dans la saison 2? Non, j'ai vu juste avant. Bon. Et du coup, on a déjà la présentation du monstre juste avant. D'accord. Alors, donc, il y a quand même un truc où, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Donc, tu vois, il y a une caverne avec des peintures rupestres du monstre qui est là depuis des millénaires. Et de cette caverne sort un truc. Mais le truc qui sort de la caverne le fait depuis des millénaires. Et ben là, dans la série, quand il le fait, mais il destroy la caverne. Donc, en fait, je pense... que après ils viennent colmater, remettre du ciment, enfin la caverne, ils retapent un petit peu. Il avait peut-être une mauvaise journée, tes mauvaises humeurs. Oui. Peut-être qu'il avait pris trop de café. Qu'est-ce qui se passe si dans cette caverne, il y a un flux de café qui est chauffé par l'eau bouillante de ses vibrations et qui fait que ça lui donne trop de caféine, il est énervé. Ça, c'est une explication à laquelle tu n'avais pas pensé. J'en sais rien. Je continue avec Elden Ring, mon cher Greg, puisque tu avais parlé tout à l'heure de jeux vidéo qui étaient adaptés à l'écran. Et ben Elden Ring, le début de tournage pour le film, réalisé, ça c'est cool, hein, par Alex Garland, qui est quand même Monsieur Civil War, et puis celui qui est derrière 28 ans plus tard avec Danny Boyle. Et ça sort comme donc Civil War chez A24. Elden Ring chez A24, là par contre, c'est autrement plus séduisant que ton Mass Effect. Attendez, on va le refaire sauce grand public. Là, on est dans un traitement, en tout cas pour l'instant, de licence qui est un peu plus rassurant. Et alors, truc pas rassurant, c'est les critiques d'Euphoria saison 3. Alors moi, vous le savez, hein, je vous bassine avec Euphoria depuis que c'est diffusé. Je trouve que la série est excellente. Mais alors, j'ai regardé le premier épisode de la saison 3. J'ai pas tout compris. Comme beaucoup, et les critiques sont pas dingues, hein, que ce soit critique publique ou critique presse. Alors autant critique publique, on avait l'habitude avec Euphoria, mais alors critique presse, d'habitude c'était très solide. Là, sur la saison 3, c'est un peu plus inquiétant. Quand je dis que je n'ai pas tout compris, alors j'ai compris hein, le truc, j'ai surtout vu d'énormes qualités dans ce premier épisode, mais un traitement qui est... peut perturber vraiment, je trouve, le téléspectateur. Très sincèrement, si vous avez oublié Euphoria, que vous lancez cette série, là, avec la saison 3, vous n'avez pas d'éléments qui permettent de vous raccrocher, que ce soit dans les décors, ou allez, peut-être pas de l'ambiance, si, mais avec ce qui a été Euphoria sur les 2 premières saisons. On rappelle qu'il y a un saut dans le temps de 5 ans.
Et pendant ces 5 ans, en fait, ils ont décidé de changer complètement la série. Donc voilà. Mon cher Kerr, il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est un article qui était dans Hollywood Reporter version business, donc qui est souvent plus lu par les gens du métier. Alors c'est ouvert à tout le monde, hein, mais c'est souvent lu par les gens du métier. C'est une section où par exemple il y a les cabinets d'avocats les plus cotés à un instant T à Hollywood, donc c'est vraiment une section un peu à part. Et il y a eu un article d'analystes financiers qui expliquait que la streamflation, donc l'augmentation des prix de toutes les plateformes de streaming, était sans doute arrivée à sa fin, ou en tout cas, il devait y avoir un arrêt très rapide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les analystes financiers expliquent qu'il y a eu donc 19,5% d'augmentation en moyenne sur les plateformes, sur les prix américains sur une période d'un peu plus qu'un an. Et en fait, ils expliquent qu'à l'heure actuelle, par contre, le coût des plateformes, donc si on regarde les foyers, donc l'étude est faite aux États-Unis, si on regarde les foyers, le coût des plateformes, lui, n'a pas augmenté. Donc d'un côté, le prix de chaque abonnement augmente, mais le coût, ce qu'on dépense mensuellement sur les plateformes n'augmente pas. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, visiblement, la majorité des foyers aux États-Unis dit il y a ça qui augmente, du coup, je retire ça, j'annule mon abonnement Netflix, je prends Disney, et en fait, les gens s'arrangent avec un budget. L'argent n'est pas magique. L'argent n'est pas magique, et en fait, il y a un vrai refus de voir son prix d'abonnement monter à $100, etc. Les foyers qui s'étaient dit qu'ils avaient $20 avant, eh bien, ont toujours $20 maintenant. Puis, et du coup, il y a ce qu'ils appellent le shrun, si je ne me trompe pas sur le terme technique, qui est donc le fait de prendre un abonnement et de le couper tout de suite, après avoir vu, serait en très forte augmentation. Et donc, les plateformes commencent à se dire qu'effectivement, elles ne pourront plus continuer à tirer sur les cordons de la bourse. Sur d'autres économies, en tout cas sur d'autres secteurs, il y a la nouvelle patronne de Xbox qui dit qu'effectivement, le Game Pass a trop monté de prix ces dernières années et qu'il est trop cher. Qu'est-ce que j'ai rigolé quand j'ai vu sa déclaration. Après, c'était pas elle, hein. Donc, elle vient de prendre... elle vient de récupérer le poste. Et en même temps, elle n'a pas baissé le prix non plus. Donc voilà. Mais elle explique que le Game Pass est trop cher. Et donc, du côté de Netflix, du côté des streamers, cette annonce, elle n'est pas encore en place. Mais visiblement, des analyses commissionnées sont en train de prouver que les prix augmentent trop. Et du coup, les plateformes... Et l'autre élément important, c'est les études sur la réaction de qu'est-ce qui se passe. Il y a d'autres augmentations. Et visiblement, il y a le niveau d'insatisfaction des clients des plateformes est extrêmement élevé et toute augmentation justifierait des désabonnements massifs. Donc sous-entendu, attention, prochain désabonnement, je me barre, je continue de prendre pendant un mois, d'arrêter, de passer de plateforme en plateforme. Donc, quelle est la réponse des plateformes ? Visiblement, les analystes sur le site expliquaient que les plateformes donc, veulent protéger les prix. Parce qu'évidemment, elles ne sont pas en train de se dire je vais baisser mon prix, t'inquiète frère. Donc en fait, ce qu'elles se disent, c'est qu'elles vont essayer de créer des communautés de fans et essayer de fédérer de plus en plus autour de la plateforme. Donc en gros, le plan, c'est un grand plan marketing pour faire qu'on soit tous des fans absolus de Netflix, des fans absolus de Max, pour que du coup, on ait des... Et qu'on paye plein pot comme des boulets. Et qu'on paye plein pot puisqu'on serait des fans hyper engagés de séries. Et ils nous respectent tellement. En fait, ce qu'ils regardent, c'est que les fans engagés sur des licences aujourd'hui sont capables de mettre des prix complètement fifous. Regardez le prix que des briques en plastique de Lego, à quel point ils sont montés juste parce qu'il y a une licence où les gens sont attachés et sont prêts à payer très cher une licence, un modèle. Accessoirement, l'augmentation tarifaire chez Lego de ces derniers mois c'est une des premières fois où j'entends vraiment un discours très négatif contre Lego, qui est considéré comme la marque avec la meilleure image, etc., etc. Et donc, en fait, c'est juste que, visiblement, entre l'inflation, on vit tous la même chose, hein, entre l'inflation, les prix des salaires qui augmentent pas, machin, etc., au final, on a l'air d'être arrivé à un espèce de plateau où ils vont plus pouvoir
très longtemps, ou en tout cas c'est ce que disent les analystes, c'est qu'il faut vraiment que ça s'arrête rapidement. Ça va créer un effet de désabonnement et il va y avoir une perte de valeur, et c'est ce que évidemment les streamers ne veulent pas. Donc attendez-vous à ce que tous les fans, on ait alors, ils veulent que ce soit d'abord un mouvement sur les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes... Donc, ça va être sans doute un plus gros impact sur les réseaux sociaux des différentes marques qui vont sans doute faire plus Ils vont galérer sur Prime. Ils vont galérer sur tous. Enfin, de créer un club de supporters ultra un peu fans, tu sais, avec des banderoles Prime Video, Prime. Ça va être hyper compliqué. Je parle de Prime juste après quand même. Et de la sortie de The Boys, parce qu'ils ont fait quelque chose de magique. Et mais en tout cas, donc, on peut imaginer que ça va être peut-être des petits premiers privilèges. Et en tout cas, ils veulent soigner des ultra fans qui seront dans leur plan les pigeons à qui ils pourront augmenter parce que eux seront ultra fans et eux prendront l'abonnement du tiers le plus important des différentes plateformes. C'est extrêmement logique, encore une fois, parce qu'ils sont ils veulent pas baisser les prix. Mais moi, ce que je comprends, alors est-ce qu'ils vont se faire des ultra fans du jour au lendemain? J'y crois pas. Surtout que là, comme je le disais, l'habitude est en train de devenir au churn. J'essaie de vous retrouver le terme. Oui, c'est ça, c'est le churn, excusez-moi, qui est le fait donc de se désabonner tous les mois. Parce que le SUM, c'est pas pareil. Non, mais quand tu fais du churn, c'est un truc qui est apparu à la Coupe du Monde juste après France-Belgique et qui a été lancé par Thibaut Courtois, le SUM. Voilà. Et ne suivant pas le foot, salue mes amis zéro belges, là. C'est vraiment pas méchant ce que je viens de dire. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Et donc voilà, donc moi je trouve ça intéressant. C'est une analyse qui est faite vraiment à destination des gérants de ces différentes plateformes. C'est la première fois, vraiment la toute première fois que je vois un message de ok, peut-être qu'on va trop loin, peut-être qu'on a la main trop lourde. Je parlais du Game Pass. Il y a des rumeurs insistantes que Call of Duty va être retiré du Game Pass parce que justement la perte qu'ils font en disant non mais on va augmenter de prix, tout le monde va prendre les abonnements, au final n'a pas l'air de se réaliser. Donc j'ai envie de dire c'est peut-être une bonne nouvelle si comme ça en fait naturellement, sans avoir fait de manifestation, c'est tous désabonnés de ce qu'on ne voulait plus et que peut-être tout ce qui était trop cher et que ça petit à petit en votant avec notre portefeuille ça fait passer un message. Mais vous vous rendez compte, ça veut dire que voilà, on a du poids avec en tant que client. On n'est pas obligé de tout accepter. C'est incroyable. Et alors, moi, je vais te parler de Prime parce que Prime, ils ont fait un truc magique. Donc, ils sortent The Boys, d'accord, qui est leur série événement. Tu vois, c'est le moment. Si t'es vraiment, on reprend le truc de fan. C'est si t'es vraiment fan, là, t'as la sortie de fan de Prime Video. Hein, t'as la sortie de The Boys. C'est un peu le jour de ton anniversaire, tu vois. Donc tu t'installes, t'attends ton cadeau, t'as Prime qui arrive avec le cadeau, puis qui dit hop, 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 attends 2 secondes avant de souffler les bougies, et là t'as Prime qui arrive derrière toi, qui te tire ta chaise, et tu te retrouves sur les fesses à devoir souffler les bougies de ton gâteau. C'est un petit peu ce qui est arrivé avec The Boys, c'est qu'ils sont arrivés en disant la saison 5, regardez, elle est là, attendez juste 2 secondes, on vous enlève la 4K, maintenant faut la payer en plus. Et ils ont fait ça au moment de la sortie de The Boys. Mais je trouve que c'est magique, ça te donne tellement envie de te lancer dans le truc là de donc là en fait moi je me suis dit wow mais c'est un peu trop brutal, enfin d'un point de vue communication, d'un point de vue commercial, je suis un peu décontenancé par énormément de mesures prises. Là je parle de Prime mais ça concerne quasiment toutes les plateformes et quand tu parles de désamour entre clients et plateformes, c'est indéniable et je vous invite à aller voir notre vidéo sur l'augmentation des prix de Netflix. Dans cette vidéo, on se prête un peu au jeu de où on en est par rapport à chaque plateforme. Vous verrez que oui, là, en ce moment, on est un petit peu calmé. Hein. Allez mon cher Kerr, je termine sur des dernières toutes petites news. La première, c'est Glenn Powell. Tu sais, cet acteur dont on n'arrête pas de nous dire que c'est le futur Tom Cruise, mais personne n'y croit beaucoup. Et du coup, Glenn Powell... il enchaîne pas mal quand même. Il enchaîne, mais il a fait... Ouais, mais attends, question. Il joue dans Top Gun Maverick à côté de Tom Cruise. On est d'accord que Tom Cruise dans Top Gun Maverick, Glenn Powell dans Top Gun Maverick, globalement, t'en vois qu'un.
Bah, il est pas très grand, mais tu vois quand même que Tom Cruise. Et donc du coup Glenn Powell va jouer dans la prochaine comédie de Judd Apatow qui va sortir l'année prochaine, le 5 février. C'est le Comeback King, et le Comeback King, c'est sur un... Il va jouer Mr. Powell, un chanteur de country qui est en perte d'audience particulière. Judd Apatow nous amène ça bientôt. Ensuite il y a Chrissy Milioti avec lui dans le film. Et Madeline Klein, mais surtout Chrissy Milioti qu'on a vu dans c'est The Penguin, et qui était la mère dans I Met Your Mother. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette nouvelle vidéo news. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à balancer des commentaires. Il n'y a pas eu dans cette vidéo du SAV des auditeurs. N'hésitez pas dans les commentaires à nous poser des questions, à réagir sur ce que vous avez entendu dans la vidéo, et les commentaires les plus cool ou les questions les plus intéressantes, on les aborde dans la vidéo suivante. Ou pas, comme ça a été le cas aujourd'hui, mais beaucoup d'actu. Voilà, en tout cas, on réagit, on vous répond, voilà, les commentaires, c'est super. Très bon slogan publicitaire. Voilà, on vous dit à tous et à toutes une bonne fin de journée. Ciao. Et boostez, et boostez.